Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle entrevue de Panem 360. Mon nom est Alexandre Villemer et je m'entretiens aujourd'hui avec Simon Ouellette, directeur général de l'Orchestre symphonique de Laval. C'est dans cette première d'une série d'entrevues qui va mettre en lumière la programmation de la quatrième édition du Festival classique hivernal de l'Orchestre symphonique de Laval, un marathon musical de 4 concerts en 3 jours qui va se dérouler du 31 janvier au 2 février 2025 à la salle André Mathieu à Laval, un programme dans lequel l'OSL euh, va voyager un peu partout, en allant du baroque à l'époque romantique à la musique contemporaine. Alors, il va nous en parler un peu de ce programme-là et des projets à venir pour l'orchestre de l'île Jésus. Simon, bonjour. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Ça fait très plaisir. Alors, déjà la quatrième édition de la classique hivernale qui tranquillement s'est installée comme un incontournable de votre saison à l'OSL. Si vous aviez à définir pour cette édition en un mot, quel serait-il et pourquoi? Un seul mot, je pense que je dirais musicien. La raison pour laquelle je dis ça aujourd'hui, c'est que on a décidé de mettre de l'avant en fait 5 musiciens de l'Orchestre symphonique de Laval dans des positions de soliste. Donc un peu comme on l'a fait lors de notre premier concert de la saison, on avait eu notre violon solo Antoine Bareil. On a décidé vraiment de mettre l'accent sur les musiciens de l'orchestre encore une fois pour ce festival-là. Donc je dirais musicien pour décrire le festival. Oui, C'est un peu simple, mais bon. c'est parfait. Puis c'est un très bonne, c'est une très bonne approche aussi de faire valoir le jeu des musiciens ou de plusieurs musiciens qui n'est pas nécessairement toujours mis de l'avant de façon soliste dans des programmes d'orchestre. C'est souvent des solistes invités. Alors de mettre en scène et de mettre à l'avant-scène, en fait, des musiciens de votre propre formation, ça renforce le lien, j'imagine, un des musiciens avec leur propre orchestre, mais aussi du public avec l'orchestre, de pouvoir voir en action leurs musiciens dans leur instrument. Ben, exactement, puis ça reste une belle façon aussi de créer des liens, comme vous le dites, mais c'est aussi une belle façon pour nous de dire que l'Orchestre symphonique de Laval, ben, c'est non seulement, oui, c'est des chefs invités, c'est des solistes invités, mais il y a nos musiciens qui sont à la base de tout, parce que sans eux, on n'aurait pas d'Orchestre symphonique de Laval. Donc, c'est une très, très belle façon de pouvoir les mettre de l'avant. Oui. Et parlez-nous un peu de la programmation justement de cette quatrième édition qui va commencer le 31 janvier avec Mathieu Lussier qui va diriger un concert que de musique baroque. Donc, quel a été le chemin de réflexion pour bâtir le programme de cette année pour le festival? Oui, ben en fait, justement, pour ce concert-là qui s'appelle l'OSM au 18e, qui va se dérouler le vendredi à 19h30, nous, ce qu'on s'est dit, c'est justement, on voulait trouver une façon de mettre de l'avant nos musiciens de l'OSL. Puis bon, souvent, quand on pense aux grands concertos romantiques qui peuvent durer un 30, 40, 45 minutes, on s'est dit, c'est peut-être pas le bon format. Donc, en allant vers la musique baroque, on s'est dit, ah, peut-être qu'on pourrait avoir un petit peu plus de concertos. Donc, c'est de cette façon-là qu'on a été capable d'avoir Michel Béty qui va venir faire le concerto de Vivaldi pour basson en mi mineur. C'est comme ça aussi qu'on va avoir Jean-Philippe Tanguay qui va faire le concerto de Quantz pour flûte en sol majeur. C'est comme ça aussi qu'on va avoir Lindsay Roberts qui va faire le Albinoni, donc concerto pour hautbois en ré mineur. Puis le fait d'aller chercher aussi Mathieu Lussier, qui a une très grande expertise en musique baroque. Bon, on le sait, porte plusieurs chapeaux, ce Mathieu, mais entre autres, directeur artistique chez Arion Orchestre Baroque basé à Montréal. Pour nous, c'est une façon aussi de s'assurer, en fait, d'aller chercher une expérience qui est encore plus authentique, en fait, avec la musique baroque pour le public lavallois. Donc, c'est vraiment une belle façon pour nous de mettre de l'avant nos musiciens, d'aller chercher un répertoire qu'on joue peut-être un petit peu moins aussi à l'Orchestre symphonique de Laval, puis de pouvoir rassembler ça dans le concert de l'OSL au 18e. Oui. Et, et pour ce qui est des autres concerts à la programmation, là, vous en avez un qui est un concert comment dire, du matin, qui est un concert pour les familles, qui est le fameux bébé symphonique. Exact. On y reviendra, mais vraiment, pour l'instant, si on regarde les concerts plus de soirée, vraiment, avec Oui. Jean-Marie Zetouni qui va venir diriger ce concert-là et Diane Caplette également qui va venir avec l'Harmonie Laval. Encore une fois, qu'est-ce qui a guidé vos réflexions à l'orchestre pour inviter ces gens-là, puis proposer les programmes qu'ils vont interpréter? Comment... Et en fait, ben, c'est ça, on avait le goût de travailler avec Jean-Marie Zetouni, donc un chef québécois très reconnu autant ici qu'à l'international. Donc, en lui parlant, en fait, on a commencé à parler un petit peu de répertoire.
Et puis assez rapidement, la cinquième symphonie de Sibelius s'est imposée là, dans la dynamique. Donc à partir de là, on s'est dit, OK, on est le festival classique hivernal, donc quoi de mieux que de célébrer justement la nordicité. Donc on a été vers des compositeurs dont Sibelius scandinave, avec aussi le concerto pour piano de Grieg. Et puis, on a été chercher la soliste Olga Kudryakova, qui est une pianiste d'origine ukrainienne, qui est arrivée il y a quelques années maintenant à Montréal. Et puis, j'avais été la voir à un concert au Centre canadien d'architecture, dans le cadre de la série de la Chapelle du Bon Pasteur. Et puis, elle avait été vraiment incroyable lors de ce concert. Donc, pour nous, de pouvoir la mettre de l'avant avec l'orchestre aussi, c'est une super belle façon de la faire découvrir encore plus au milieu québécois. Et puis, dans la construction justement de tout ça, on cherchait une ouverture. Donc là, on s'est dit, pourquoi pas la pièce de Jacques Itude, Légende, qui a été composée dans le cadre du 400e anniversaire de la ville de Québec. Donc, justement, pour encore une fois célébrer notre culture, notre nordicité avec nos propres légendes, dont Alexis le Trotteur, le Diable au bal et la Chasse-Galerie. Hmm. Puis pour le concert avec l'Harmonie Laval, qui va avoir lieu le dimanche à 15 heures, en fait, on a appelé ce concert-là Racine commune. Racine commune parce que l'Orchestre symphonique de Laval et l'Harmonie Laval ont ce point commun que ce sont le même groupe, en fait, d'individus qui ont décidé de partir les deux ensemble. Il y a Bertrand Dudomaine, qui est un des fondateurs de l'orchestre, qui, lui, avait décidé de mettre de la musique, qui était un directeur d'école secondaire, avait décidé d'implanter un programme de musique dans son école. Et puis, quand il voyait ses étudiants, ses élèves gradués du secondaire, puis là, il n'y avait plus vraiment de place ou d'endroit pour qu'ils puissent pratiquer la musique, il y a eu cette idée de fonder l'Harmonie Laval avec ses confrères, ses consoeurs. Et puis, l'OSL est né quelques années plus tard aussi du même groupe d'individus. Donc, pour nous, c'est vraiment un honneur, en fait, de pouvoir mettre ces deux institutions lavalloises-là ensemble pour ce concert-là. La chef Diane Caplette, qui est une chef charismatique, énergique sur le podium aussi, qui dirige ces musiciens-là, qui sont des musiciens d'un très bon niveau, qui sont très avancés, mais qui ont décidé de faire autre chose de leur carrière. Donc, ils ne sont pas nécessairement musiciens professionnels, mais qui ont cette passion-là pour la musique. Puis, on a décidé de venir de faire rencontrer, en fait, Jocelyn Veilleux et Jean-François Normand. Donc, Jocelyn, qui est notre corps solo, et Jean-François, notre clarinette solo dans un concerto pour corps de Strauss et dans le concertino pour clarinette de Weber. Donc, pour nous, c'était encore une fois une occasion de mettre de l'avant nos musiciens de l'OSL, mais en plus de célébrer un petit peu justement cette racine commune-là entre nos deux institutions lavalloises. Pour nous, le fil du festival, c'est aussi de s'assurer qu'il y a cette espèce de frénésie, en fait, puis qu'on puisse offrir une offre qui correspond à plein de types de publics, en fait. Hmm. Les mélomanes aguerris vont trouver leur compte, mais les gens aussi qui ont peut-être une moins grande connaissance de la musique, aussi c'est leur premier concert d'orchestre, mais ça reste du répertoire qui est très accessible aussi à ce sens-là. Puis le concert avec l'Harmonie Laval aussi, c'est un concert parfait pour la famille. Il y a beaucoup d'écoles secondaires à Laval oui, qui ont des programmes d'harmonie, justement. Donc, de pouvoir amener vos ados, de voir des adultes continuer à jouer de la musique par passion et tout ça, c'est très inspirant aussi de le faire. Oui. Vous mettez beaucoup de l'avant, effectivement, ben, le côté très familial et très rassembleur que ce festival-là porte et veut porter. C'est un peu la marque que vous identifiez. Si on retourne 4 ans en arrière, lors de la première édition, donc qui était en février 2020, je crois, ou 2019, je 2019, voilà. 2019, c'est ça, voilà. Donc, on le sait, la donc, première édition qui avait été lancée avec la 9e de Beethoven, entre autres, donc un gros concert à grand déploiement. Euh, l- L'année suivante, on sait tous ce qui est arrivé. Il y a la pandémie qui a frappé le milieu culturel et musical de plein fouet. Donc, ça l'a, j'imagine, entraîné l'annulation de l'édition qui aurait dû avoir lieu en 2020. Euh, pour un jeune festival qui venait tout juste de démarrer en grande pompe comme ça, de se faire un peu couper l'herbe sous le pied comme ça a dû représenter des défis importants, j'imagine, pour votre organisation. Comment vous avez réussi à garder cet appétit-là, puis à maintenir ce lien-là qui était très ténu à l'époque, était Mhm. embryonnaire avec le public et avec justement les organismes pour pouvoir maintenir l'idée de ce festival-là et finalement pour les éditions suivantes
le fait que le public demeure au rendez-vous, demeure intéressé à l'offre que vous leur proposez. Quels ont été les défis, donc, euh, à travers cette reconstruction-là pour garder cette idée-là vivante? Ben, en fait, c'est sûr et certain que les défis sont présents pour n'importe quel festival qui commence. Je pense qu'on s'est beaucoup rattrapé sur le fait que, ben, premièrement, c'est un festival classique hivernal. Mm. Donc, de se ramener à cette période-là de l'année, c'est important aussi. Je pense que le fait aussi de voir qu'il y avait différentes façons de l'exploiter d'année en année. Donc oui, c'est un rendez-vous le dernier week-end de janvier et le 1er de février, mais de voir qu'on était capable de jouer avec cette offre-là au fil des ans aussi, c'est intéressant. C'est un format qui nous permet un petit peu plus de flexibilité, je dirais, étant donné qu'on a une multitude de journées qui sont possibles aussi dans la salle. Donc ça aussi, ça reste un atout majeur pour le festival. Il faut pas oublier aussi qu'on a des gens qui nous supportent là-dedans. On a, entre autres, Hydro-Québec, qui est le présentateur du festival, qui croit au festival, qui nous supporte là-dedans. Donc, c'est sûr qu'en travaillant avec ces partenaires-là, pour nous, c'est une chance, en fait, de pouvoir le faire. Puis, c'est surtout de se rendre compte que ce festival, étant donné que normalement, nos concerts, nos grands concerts sont pendant la semaine, un mercredi, ben, ça nous permet de faire des concerts pendant un week-end. Mm. Donc, ça aussi, ça a un avantage quand même, parce qu'il y a des gens qui viennent peut-être d'un peu plus loin. Je vais tomber dans le côté un peu geek de la chose, là, mais quand je faisais de l'analyse au niveau des données du festival, ben, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens des Basses-Laurentides, de la Naudière, Mhm. de Montréal, même de la Rive-Sud, qui vont se déplacer jusqu'à Laval. Donc, pour nous aussi, c'est une façon de pouvoir développer un public nouveau, en fait, avec le festival. Ouais, c'est vraiment un peu de connecter finalement les deux rives d'une certaine façon, parce que Parfait. c'est vrai qu'il y a, c'est vrai que je parle en n'étant pas peut-être suffisamment connaissant de l'offre des festivals dans cette période-là, mais c'est vrai que vous êtes pas mal un des seuls qui a cette activité sur cette très courte période du début d'année, de fin janvier, début février. Donc, vous bénéficiez d'un créneau qui est très attractif aussi pour les gens des régions finalement aussi. Exactement. Puis ça nous permet aussi, tu sais, on n'est pas trop collé sur le temps des fêtes. Les gens ont eu le temps de s'en remettre. Puis là, on repart la saison culturelle en force avec le festival. Oui. Un des concerts qui a été parmi un des premiers, je pense, dans votre programmation de cette année et des autres années précédentes à être complet assez rapidement, c'est le concert Bébé Musique. Effectivement. Déjà, lors de l'annonce, c'était annoncé comme complet en... J'ai pas les chiffres, et j'ai pas les données de Guy que vous devez avoir, mais ça a été rempli assez rapidement. Donc, c'est vraiment un engouement extrêmément fort qu'il y a pour ce format-là de concert, qui est vraiment d'amener des jeunes enfants, même des poupons quasiment, Exact. donc, à écouter. De la musique symphonique. Donc, parlez-nous un peu de l'idée qui a amené ce format-là, qui n'est pas novateur en un certain sens, qui est fait par d'autres orchestres, mais euh, vous, à l'OSL, qu'est-ce qui vous a amené à décider on y va avec le format bébé musique et est-ce, qu'est-ce qui vous marque dans la réaction du public dans les dernières années par rapport à ce programme-là et peut-être aussi en complémentaire, est-ce que vous gardez des moments, en souvenir des moments cocasses qui ont pu se passer durant les concerts? Parce qu'on peut s'imaginer que les enfants de cet âge-là sont très, très réactifs à ce qui se passe. Exact. Puis en fait, ce type de concert-là, on le doit à Marie-Pierre Rolland, qui a été directrice générale de l'orchestre. Mm. La première édition du concert Bébé Musique a eu lieu en 2016. OK. Puis en fait, ce concert-là, c'est qu'on invite le public à venir vraiment, comme vous le disiez, avec leur poupon, là. On n'a pas besoin d'avoir des enfants qui vont comprendre ce qui se passe. Ça peut être vraiment là, à partir de 0 ans. Donc, puis ce concert-là, en fait, ce qui est vraiment particulier, c'est que ça commence dès l'entrée à la salle. C'est-à-dire que là, on voit les parents arriver avec les coquilles, avec les poussettes et tout ça. Donc là, à chaque fois, on s'organise un stationnement dans le hall d'entrée. Après ça, on les invite à se rendre dans la salle. Puis, pendant que l'orchestre joue, c'est qu'il n'y a pas de restriction. Alors, on ne demande pas au bébé d'être tranquille. Si un bébé commence à pleurer, à crier, à courir, il n'y a aucun problème. Puis en fait, c'est ça, c'est qu'on veut redonner la chance en fait à des jeunes parents, mais aussi à des grands-parents puis à leur famille
d'assister à une activité culturelle. Parce que souvent, dans les premières années, avec des enfants et tout ça, ben, les gens ont tendance à moins fréquenter les lieux où la culture se passe. Donc, c'est vraiment une façon pour nous de garder un lien avec ces gens-là. Puis ça permet aussi de faire une sortie qui est beaucoup moins stressante, en fait, pour les parents. Parce que justement, il y a cette espèce de liberté-là dans la salle, puis c'est quand même quelque chose d'assez marquant, en fait, de voir cette espèce de souplesse-là, en fait, qui s'installe pendant la représentation. Je me souviens, il y avait un tout petit bébé, là, il devait avoir au maximum 1 an. Puis c'était tellement impressionnant de le voir parce qu'il était assis sur sa mère. Puis tout le long, il a juste regardé, puis on dirait qu'il prenait tout ce qui se passait, puis mais il était là, puis il avait l'air tellement bien. Puis en fait, c'est ce qu'on se rend compte, c'est que dans le fond, ça se peut aussi là, de vivre des expériences comme ça. C'est sûr qu'au départ, on se dit, oh mon Dieu, mais là, les musiciens, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'ils vont bien s'entendre et tout ça? C'est sûr que c'est un contexte particulier pour faire une performance. Mais en même temps, on se rend compte que c'est un besoin, en fait, parce que la culture, ça reste ça, ça reste un besoin pour l'être humain, de pouvoir se rassembler aussi dans un contexte où justement il y a cette espèce de liberté-là, puis cette espèce de relâchement, en fait, de la pression. Je pense que c'est très précieux, puis de voir tous ces visages-là, autant les petits que les parents, les grands-parents, qui apprécient un moment ensemble, puis de pouvoir passer ce moment-là ensemble aussi, c'est assez marquant. Oui. Donc, puis effectivement, il y a une demande pour ce type de concert-là à l'Orchestre symphonique de Laval. Aussitôt qu'il y a un concert qui se termine, on se fait déjà demander c'est quand le prochain. Donc, on est très content là, de pouvoir continuer avec cette tradition-là. Oui, absolument. Euh, si on regarde maintenant votre saison régulière actuelle, là, qui en est déjà à sa moitié, les deux premiers concerts qui ont lieu ont mis en scène, comme vous l'avez un peu mentionné au début, Antoine Bareil pour le premier concert et Thomas Leduc-Moreau dans un concert de Noël. Là, les deux prochaines qui s'en viennent sont très contrastants Oui. également. Donc, en fait, sont extrêmement contrastants parce que après avoir, pour le festival, avoir flirté avec le baroque, le prochain concert régulier de l'OSL, ils vont aller flirter avec le jazz. Ah, c'était plus que flirter, je dirais. Plus que flirter, là, c'est vraiment, ils y vont à fond la caisse. Exactement. Donc, c'est un concert qui s'appelle Unique Jazz Symphonique avec Rieu et Belmondo. En fait, c'est que on a Yannick Rieu, qui est un saxophoniste québécois qui connaît une très, très belle carrière à l'international. C'est un saxophoniste jazz qui va un peu partout sur la planète. Et puis, moi, je l'avais rencontré à Orpheum Music. Il était venu en résidence artistique quand je travaillais là-bas. Et puis, pendant le festival à Hartford, on avait fait un concert où il y avait allié des mélodies de Brahms, mais en quatuor jazz. Donc, on a décidé de pousser le bouchon encore un petit peu plus loin en faisant ça avec des compositions de Ravel puis avec des compositions de Brahms, mais avec un plein d'orchestre symphonique. Donc, il y a Lionel Belmondo également, qui est aussi saxophoniste, et les deux se sont alliés pour composer des pièces originales, en fait, mais qui allient les thèmes de la musique de Ravel et de Brahms. Et puis, c'est Daniel Bartholomew Poyser, un chef d'orchestre qui est né à Montréal, grandi en Ontario, et qui connaît lui aussi une belle carrière à l'international. Donc, on est très, très, très chanceux de pouvoir les avoir avec nous à Laval. Puis, c'est vraiment une intégration, en fait, entre un septuor jazz et l'orchestre symphonique. Donc, l'orchestre symphonique n'est pas là seulement pour accompagner. Au contraire, là, c'est vraiment des pièces qui ont été écrites vraiment pour cette forme-là, en fait. Donc, on est très, très, très content de pouvoir présenter ça. On a reçu la musique tout récemment, donc j'ai pu la consulter, puis ça va être toute une expérience, en fait. Ça va être justement quelque chose d'assez unique en son genre, là, au niveau de la collaboration entre un septuor et l'orchestre symphonique. Mais Unique, c'était d'ailleurs justement un des sous-titres de ce concert-là. L'autre du dernier concert qui va clore votre saison régulière, c'est Découverte. Pour Oui, encore une raison très, très éloquente, l'orchestre va accueillir Brian Chang, euh, qui va interpréter une œuvre le concerto pour violoncelle de Marie Jaël, exact. compositrice très peu connue, donc vraiment qui a encore une fois un accent qui est mis sur la découverte. Parlez-nous-en un peu.
Oui, en fait, découverte aussi parce que Brian Chang, ça va être la première fois qu'il va se produire avec l'Orchestre symphonique de Laval. Hmm. On avait connu Andrei l'année passée, justement pendant le Festival classique hivernal, où il était venu faire le ballet complet de Pulcinella. Et André Ferrer qui va diriger le concert, c'est ça? exactement. Et puis, donc c'est ça en fait pour ce concert-là, en discutant avec Andrei pour justement élaborer un peu la programmation. On s'est entendu assez rapidement sur la première symphonie de Brahms, donc qui vient compléter notre saison, une œuvre qui est quand même jouée assez régulièrement. Donc là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pendant la première partie? Puis c'est là qu'il a mentionné le concerto de Marie-Jaël. Moi, je le connaissais pas du tout. Je connaissais même pas, je connaissais pas la compositrice non plus. Quand je l'ai écouté, j'ai fait comme oui, ça vaut la peine qu'on joue ça. Puis on vient pairer ça avec l'ouverture Genoveva, pardon, de Schumann, qui est aussi un peu moins joué quand même. C'est pas Hmm. dans ses ouvertures les plus jouées. Donc, c'est pour ça que ce concert-là s'intitule Découverte. Puis ça va être un concert aussi, il y a une espèce d'effervescence, en fait, dans le Brahms qu'on retrouve aussi dans le concerto et qu'on retrouve dans l'ouverture. Donc, ça va être un concert aussi qui va permettre aux gens de découvrir ben, justement Brian Cheng, qui est un jeune violoncelliste, mais qui connaît un parcours vraiment impressionnant dans les concours internationaux, qui a une carrière maintenant très occupée. Donc, on est très content de pouvoir l'accueillir aussi à l'Orchestre symphonique de Laval. Alors, ça promet une saison encore très, très riche, très intense, surtout avec la classique hivernale, c'est ce qui s'en vient à l'Orchestre symphonique de Laval. C'est du 31 janvier au 2 février à la Saint-André Mathieu. 4 concerts en 3 jours. Il faut s'accrocher. Ça va être un Oui, marathon pour les musiciens et pour le public. Et la saison régulière qui reprendra après en mars, je crois, ou en avril. en avril, c'est ça, pardon, en avril. Et le dernier concert qui est en mai. Donc, c'est un rendez-vous également. Toutes les informations sont sur le site de l'OSL. Merci beaucoup, Simon Ouellet, de nous avoir parlé de ces deux grandes programmations, finalement, de votre orchestre. C'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup, Alexandre. Plaisir.